Bonjour à tous, bonsoir à tous, et bienvenue sur mes lectures. Avant d'écouter la vidéo qui va suivre, je vous remercierai par avance de liker, de commenter et de vous abonner si le contenu vous plaît, et d'activer la petite cloche, oui, pour toujours recevoir les notifications. Je ne sais pas si vous le savez, mais YouTube invisibilise mon contenu, car il est fort probable que la lecture des œuvres que je vous présente aborde des sujets controversés. Je vous remercie par avance, et je vous souhaite une bonne écoute. Lecteurs et lectrices, bonjour à tous. Bienvenue sur mes lectures. Aujourd'hui, ou peu importe à l'heure à laquelle vous allez m'écouter, je vais vous raconter et vous narrer le chapitre 4e, ou le chapitre 4 plutôt, du livre de Jacques Bainville sur l'histoire de France. Commençons. La décadence et la chute de l'Empire de Charlemagne. Dans le chapitre 3, je vous parlais en toute fin d'une sombre période pour la France. Ce fut bien le cas, selon l'auteur. En voici un récit. Ce fut le Xe siècle, toute une décennie de vœux pillage à la chute de la dynastie carolingienne. Cela a été pratiqué, nous dit l'histoire, par le fléau normand, en grande majorité qui remontait les fleuves en massacrant ou prenant des captifs sous servage, comme je vous l'expliquais avec le livre de Tidjane Ndiaye, comme d'Afri à Afri, les Blancs aussi, et vous le verrez plus bas, se mettent en servage les uns et les autres. La seule différence est alors la culture et le culte. Le peuple, éternelle victime de la délégation de son propre pouvoir de décision, de souveraineté, mais aussi de sa propre condition, ne pouvait plus compter sur aucun roi. Et il faut bien saisir le contexte de l'époque, que dis-je, imaginez-vous dans un pays en décadence qui glisse vers un état de guerre civile où chacun cherche protection. Nous verrons plus bas que le système féodal, la discipline qu'avait amené Charlemagne ne fut plus, comme un vieux souvenir de paix perdue, aux confins de l'histoire, et non pas de pain perdu. Les seigneuries ecclésiastiques naissent, nous dit l'auteur, à partir de là, alors que les hauts fonctionnaires se délitent, que des gouverneurs s'érigent, que des ducs se montrent. Le point de départ de ce paragraphe prend fin avec à leur tour les abbés et les évêques, tous réunir la succession de l'État, de la dynastie déchue. Comme je le narre plus haut, il serait faux de croire que la population eût été hostile à ce morcellement de l'État, et l'état déplorable du pays à cette époque lançait n'importe quelle fragile personne dans les bras d'un puissant qui se présentait à lui. La franchise provinciale, on croit entendre une chaîne de restauration, nous dit l'auteur, éclate en partie maintenant, mais surtout plus tard. C'est promettre des services aux protégés et vice-versa. Et admettons-le, pour le protéger, celui en servage lui doit travailler tout de suite, qui redessina la France pour les décennies à venir. De là naquirent des monarchies, avec une grande diversité, fondée malheureusement sur la détresse du contexte historique, et c'est le temps qui inversa la vapeur. D'ailleurs, l'auteur nous en fait une analogie avec les propriétaires de chemin de fer et le capitalisme d'aujourd'hui et d'autrefois. C'est bien cette inversion de vapeur qui égalisa le curseur de la détresse entre captifs en servage avec peu de privilèges et captifs sous servage avec beaucoup plus de droits. Et il faut dire, ça c'est moi qui le dis, pour être honnête, que le temps et l'eau qui coula sous les ponts amena des terres plus sûres, et donc un retour à un ancien modèle de liberté pour les captifs. Pour finir, cela est encore plus vrai qu'à une époque de bandits de grand chemin, de réapparition des Sarrasins et des Normands. La vigueur à ériger des châteaux forts était très forte, mais la haine aussi, quand il s'agissait de les abattre. L'élection, l'hérédité et Robert le Fort. Malgré cette décadence, des conséquences heureuses pour l'unité de la nation française allaient refaire surface. Je vous narrerai alors celle de Robert le Fort et de son fils Eudes. Avant cela, le tableau dressé plus haut nous présente une France désunifiée, chaotique et flanochant au gré du plus puissant, échancrée par l'après-Charlemagne. Mais de tout cela naquirent des guerres de voisinage, des successions éperdues par le temps et délaissées à des étrangers. Celle de 100 ans en était un prétexte. Le chaos laissa place à la naissance de nouveaux États. Le morcellement géographique était naturellement affecté par les hommes et la culture qui la supportait, allant parfois même à faire revivre d'anciennes traditions gauloises. De là naquit un nom face à Charles le Gros, le fils d'un boucher, je vous en parlais plus haut, Robert le Fort. Mais malgré tout, malgré ce que traverse la France, Pépin le Bref en tant que prince avait, nous dit l'auteur, toujours cette aura de légitimité auprès du peuple, à l'instar de Charles le Gros. Et rappelons que Pépin le Bref était le père de Charlemagne. Les grands feudataires allaient mettre en échec la royauté carolingienne indocile qu'ils étaient.
leur langage fut celui d'un républicain et que la loi se fait par la constitution du roi et le consentement du peuple. Autant dire que, et ça c'est moi qui le dis, hein, le consentement du peuple ne réussit pas terriblement bien aujourd'hui, tant il est bafoué à chaque minute. Et je pense que cela ne sera jamais le cas, et sauf si le puissant en place porte réellement à cœur la souffrance de son peuple. Ces chefs, les grands feudataires, comptaient quelques puissants. L'auteur nous raconte ici que certains d'entre eux fondèrent un État pour asseoir leur domination et se mettre à la place des Carolingiens. Bainville nous fait ici une comparaison avec la royauté allemande, qui préférera par le contexte historique la soumission au régime électif alors que la France choisit l'hérédité. Avant de vous parler des Capétiens, qui font partie des grands feudataires, il faut comprendre pourquoi tel acteur de l'histoire leur permit de monter, car l'enjeu est aussi politique. Les Robertiens, une dynastie pour les Capétiens. Ah, qu'il est bon de voir qu'un fils de boucher, nous dit les légendes, puisse faire survivre par sa descendance une dynastie. Mais comme toute chose sur Terre, nous étions et nous redevenons poussière. Robert le Fort fut celui qui, en France, rabattit le claquet des envahisseurs normands, même si, source Wikipédia, nous dit qu'il utilisa souvent le versement d'un tribut, qui est aussi appelé Dangeld, qui est lié à une forme d'impôt pour laisser en paix les gens sur place. Petit parallèle avec nos impôts actuels, avant la violence au bruit des bottes, aujourd'hui la violence au silence des pantoufles. L'auteur nous laisse à penser que le zèle et la vigueur de Robert allaient au-delà d'un simple tribut. Il est de famille, avec la dynastie robertienne, d'être au-dessus du lot, d'être dans les mémoires. À l'origine du repoussement des barbares danois, pour lesquels, là, c'est moi qui le dis, hein, nous ne sommes pas, peuple européen, toujours en train de demander réparation pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Pour rappel, aujourd'hui, selon www.pourlascience.fr, les Samis, aussi appelés Lapons, sont les descendants des Vikings qui vivent toujours dans le nord de la Scandinavie. Son fils Eudes reprit le flambeau après la mort de son père sur le champ d'honneur. Eudes défendra alors Paris face à l'envahisseur pendant près d'une décennie. À côté, Charles le Gros se couvra de honte. Eudes, duc de France, fut élu à Compiègne en 888. Il fallut encore au moins un siècle pour que cela arrive. Mais le temps n'était pas mûr, les temps n'étaient pas mûrs pour étendre sa légitimité, car un descendant de Charlemagne subsistait dans le royaume. Pour ne pas s'entêter de tout cela, Eudes, le fils de Robert le Fort, se rallia à Charles le Simple, qui était un Carolingien. En transigeant avec lui, nous dit l'auteur, il pouvait regagner à sa mort le trône de France. Le calcul qu'a fait Eudes eut des résultats. Jacques Bainville nous trace alors une caractéristique de la non-chute de son calcul, où la mort aurait pu l'emporter, où rien de grand ne se fait rapidement, et où l'embouchure de cette caractéristique nous amène, sous le règne capétien. Sans trop entrer dans les détails, de longues convulsions, débattements, échanges de procédés et cachotteries des grands faiseurs de rois, qui finirent par mourir, amena Lothaire à se faire étoile montante en défendant Paris face à une invasion allemande. Mais lui et son successeur Louis moururent plus tard, empoisonnés, et son fils dans un accident de chasse. Eudes était déjà mort. La patience du Capet donna des fruits, un peu pourris vous le verrez. Et le seul représentant carolingien encore en vie, mais très éloigné, fut Charles de Lorraine. Et commença l'ascension des Capétiens. De toute cette agitation, Hugues Capet en tira profit, comme l'avaient fait auparavant les Pépinides, pour accéder au trône. Cette fois, pour Hugues, c'était le bon moment. Mais un obstacle fit encore barrage. Un barrage, vous le verrez, fait de porcelaine. Ce barrage s'incarne dans Charles de Lorraine. Pour en venir à bout, le pot pourri de Hugues Capet allait prendre vie avec Adalbéron. Qui l'eût cru alors qu'un archevêque rémois, en proie à de vieilles querelles avec Lothaire, devint l'allié de circonstance du futur roi? La querelle n'était ni plus ni moins qu'une condamnation qui courait encore au-dessus de la tête de l'archevêque. Le couronnement de Hugues, alors grand feudataire, eût été accompli par service rendu. Lors d'une audience à Senlis pour sa condamnation, Hugues la leva. À sa sortie, Adalbéron le fit nommer roi à titre provisoire. L'effet provisoire qui donnait à Hugues Capet ce pouvoir ne resta pas longtemps. Un peu plus, l'auteur ne nous mentionne pas quand. Une autre convocation était faite à Senlis pour la rendre définitive. Le barrage de porcelaine que représente alors Charles de Lorraine eût été écarté plus tard. Adalbéron, dans sa quête de pouvoir, continua à soutenir Hugues Capet dans son ascension. La porcelaine se brisa quand l'archevêque soutint que Charles de Lorraine était vassal du roi de Germanie. Entre autres convulsions et déboires interlopent. Son élection en tant que prince national fut faite en 987.
Mais le reste de la tâche n'en était pas pour autant des plus minces, puisque la France, la Lotharingie, l'Italie ou encore l'Allemagne étaient devenus, depuis une centaine d'années, électifs. Mais cela changera. Et là, c'est moi qui le dis, hein, si tant est que cette forme fut toujours respectée, je doute qu'elle le soit autant auparavant qu'aujourd'hui. Quand bien même le contexte et les circonstances sont assez différentes, certes. Et plus haut, une partie s'intitule alors l'élection, l'hérédité et Robert Lefort, et pour ne rien vous cacher, je l'avais à la base nommé l'élection vers l'hérédité. Ce cul Capet mis en place dans un, pour l'époque je me suis d'or, élan de réunification pour la France, allait être de changer, en tout cas d'apparence, le système électif pour le faire tendre vers une monarchie héréditaire par primogéniture. Alors cantonné en son cœur dans l'Île de France, le Maine, la Touraine et l'Anjou, son ascension commença par la nomination de son fils aîné au trône, et l'auteur nous dit que l'ancien régime successoral ne prit pas loin de 5 siècles à se résorber. Celui instauré par Hugues Capet avait encore besoin de quelques années pour ne plus être un simulacre. Et la France, par la dynastie capétienne, allait reprendre une unification, un sentiment national fort constitué de prudence et de qualité de gestion assez exceptionnelle. La dynastie capétienne en devenir est la naissance des croisades. Je le disais tout à l'heure, mais les Capétiens, malgré leurs actes, pas plus puissants que les Mérovingiens ou les Carolingiens pour le pouvoir et l'argent, durèrent un temps, peut-être aussi brillant que celui de Clovis ou encore Charlemagne. Le don de s'instruire par l'excellence fut une phrase que je retins chez les auteurs. Les fautes commises furent mises à jour et transformées pour être corrigées. À tel point que la race, nous dit Bainville, perdurera pendant 8 siècles. Mais la couronne n'était pas encore conquise. La porcelaine cassée, les velléités routinières du royaume étaient encore présentes. 300 longues années étaient nécessaires pour son accomplissement. La date de 987, nous dit l'auteur, est la plus importante, ou l'une des plus importantes pour la France. Enfin pour Hugues Capet et sa dynastie surtout. Il y a déjà plus de 1000 ans que César a conquis la Gaule, et plus d'événements se sont produits entre cette date et aujourd'hui. Mais j'ai quand même un gros doute sur cette affirmation que porte Bainville. À la mort d'Hugues, les grands feudataires venaient juste de reconnaître son titre de roi. À leurs yeux, il le fit plus d'apparence que de profondeur. Sa dynastie, analogiquement aux autres, eût été plus en accord avec la nature, et par là je suppose que l'auteur veut nous dire qu'il y a eu moins de morts dans leur descendance que chez les autres. Après que la dynastie carolingienne eut périclité, l'unité nationale n'était pas au beau fixe, pas plus que sous la dynastie capétienne à ses débuts, et là, comparativement aux Robertiens, plus ou moins 2 siècles. La reconstruction accompagna bien des réformes. Les caisses de l'État étaient vides. Une légende, abusivement prononcée dans des chroniques, nous dit l'auteur, était narrée. Mais les hommes de ce temps ne pensaient pas franchir l'an 1000. Un grand mouvement mystique surgit alors. Peut-être aussi n'était-il jamais réellement mort. Ce qu'on nomma la trêve de Dieu était logiquement une émanation de l'Église qui en profita pour imposer les règles qui allaient alors limiter les guerres privées et le brigandage. De là naquirent ce qu'on nomme aujourd'hui les croisades. L'Église apporta une codification des gendarmes en les exaltant. Un renouveau, il fallait sortir de cette misère matérielle et regarder vers l'Orient. Mes lectures a vu le jour en septembre 2023, sous l'impulsion d'une idée, présentée sous forme de podcast, de vidéo, un contenu court extrait de lecture que je présente. Tout le travail de synthèse que j'effectue, je le fais car j'aime lire. En somme, je suis un peu comme un aventurier où ce qui le fait vibrer, c'est voir à chaque fois de nouveaux horizons. Pour moi, c'est tourner des pages et découvrir ce qu'elles me réservent. Aujourd'hui, mes lectures évoluent. J'ai mis un certain temps à trouver la bonne formule, ma formule, qui continuera de grandir. La ligne éditoriale ne changera pas. Vous éveiller au quotidien reste pour moi essentiel et j'espère sincèrement que ma chaîne vous aura apporté quelque chose. Ce message d'annonce me paraissait essentiel pour faire le point avec les nouveaux venus, mais aussi les plus anciens, actifs ou passifs. A bientôt sur mes lectures, et lisez.